Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tout simplement, petite réponse aux questions de la semaine, c'est-à-dire que comme vous avez vu cette semaine, j'ai pris le temps de passer à chaque machine, donc avec Ethan, comme ça me permettait de lui montrer toutes les machines et de lui faire redécouvrir éventuellement celles qu'il connaissait déjà, donc c'était un bon petit rappel, ça permettait de repartir entre guillemets des bases. Alors, celles-ci ont suscité pas mal de questions, quelques remarques qui m'ont aussi fait évoluer dans ma découverte de certaines machines. Comme je dis par exemple la scie à ruban, je ne suis pas spécialiste et j'ai aussi découvert certaines choses. Alors je vais revenir sur certains points qui ont été abordés. Donc la première c'est comment vérifier aussi l'équerrage de la table, etc. Alors pourquoi est-ce que moi je ne l'ai pas montré? Parce que tout simplement au jour d'aujourd'hui, je n'ai tout simplement jamais incliné ma table. Donc d'usine, elle est déjà parfaitement d'équerre. Mais évidemment, pour vérifier l'équerrage, vous tendez d'abord votre lame, vous faites tous vos réglages, etc. Puis vous tendez votre lame et vous venez vérifier évidemment avec une équerre si votre lame est parfaitement d'équerre avec votre table de travail, tout simplement. Si ce n'était pas le cas, vous avez différents réglages pour permettre à votre table de s'aligner parfaitement à l'équerre avec votre lame. Ça, c'est de nouveau propre à chaque machine. Alors, une chose qu'on m'a rappelé, et je tenais déjà à remercier finalement les personnes qui m'ont informé là-dessus, j'ai une molette ici sur l'arrière qui me permet justement de régler la position du ruban sur mes volants. C'est-à-dire que en faisant avancer ou reculer cette molette, mon ruban va s'aligner sur le volant. Voilà, si vous avez ce type de réglage sur votre scie à ruban, sachez que c'est quelque chose qui se fait. Alors 3 personnes me l'ont dit, donc il y a Gilles, il y a Bruno B je pense, et une troisième mais je me souviens plus du nom. Donc je vous en remercie parce que je ne le savais pas, je pensais justement que c'était un réglage qui me permet de régler le côté coplanaire de mes deux volants, mais en fait pas du tout, c'est vraiment pour régler. Donc vous mettez votre ruban sur vos deux volants. Une fois que le ruban est installé, vous le mettez sous tension, vous faites tourner vos deux volants évidemment et vous pouvez venir régler votre ruban, la position du ruban avec cette molette. Donc ça c'est très bien. Encore une chose qu'on m'avait posée, c'était ce fameux capot, comment est-ce qu'on fait pour le régler, etc. Alors il y a certaines personnes qui d'office, ils sont vraiment nickel, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement parallèle à votre lame tout le long du haut vers le bas. Alors certaines scies à ruban peut-être de moins bonne qualité ont du jeu dans ce capot de protection. Alors évidemment votre réglage vous devez le refaire quand il est mis à position, donc le réglage des différents roulements. Voilà, ça c'est quand même quelque chose d'assez propre à chaque machine. Donc au niveau du ruban, enfin de la scie à ruban, je pense que c'était à peu près tout. On m'a parlé aussi d'affûtage de lame de ruban, donc et l'avoyage qui permet justement, ou plutôt qui empêche de faire des coupes parallèles. Donc en effet, si votre lame de scie n'est plus correctement affûtée ou avoyée, donc c'est-à-dire l'écart entre la dent de droite et de gauche, donc en fait vous devez décaler une dent sur deux, une vers la droite, une vers la gauche, elles doivent être évidemment parfaitement alignées, avoir la même distance entre la droite, enfin vers la droite et vers la gauche au niveau de l'avoyage. Ça, je ne vais pas vous mentir, moi je ne le fais pas, je n'ai même pas de pince à avoyer, je fais faire ça chez mon affûteur. Parce que c'est peut-être triste sans doute, mais moi je ne l'ai pas appris à l'école et donc je ne l'ai jamais fait et je ne m'en sens pas capable. Je risquerais sans doute de flinguer ma lame de ruban, ou mon ruban de scie, donc je préfère le mettre aux affûteurs. J'imagine que pas mal de personnes savent le faire, ce n'est pas mon cas, donc je ne vais pas vous inventer des choses que je ne maîtrise pas, tout simplement. Donc ça, c'était pour le ruban, ok? Maintenant, on m'avait posé la question de savoir comment on pouvait inverser le ruban quand il était mis à l'envers. Donc souvenez-vous, les dents évidemment doivent toujours aller vers le bas pour couper, mais il arrive que quand il est mal replié, les dents soient à l'envers. Donc je vais vous montrer la technique pour le retourner assez facilement en sécurité. Ok? Allez, c'est parti. Bon. Donc ici, on voit bien, les dents sont face à moi et elles montent vers le haut. Alors on m'avait posé la question de savoir comment est-ce qu'on faisait pour le remettre en place. C'est relativement simple. En fait, à l'inverse, donc pour la replier, on pousse avec donc les dents vers soi et on pousse à l'intérieur du ruban vers l'avant, et bien ici on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va mettre nos mains vers l'avant, on va pousser le ruban comme ceci vers l'intérieur et le même mouvement. Donc on va vers l'avant, on pousse vers l'intérieur, le ruban est retourné. D'accord?
il se remonte. Et maintenant, on va tout simplement le faire remonter. Donc on le pose au sol et on va faire remonter la partie qui est bloquée par notre pied. Tout simplement, voilà, on le remonte. Et qu'est-ce qu'on voit donc? Les dents sont bien vers le bas. Donc je vous remontre. Donc les dents sont bien vers le bas. Je mets mon pied, je pousse vers l'avant, donc j'exerce une pression vers l'avant et vers le bas. Mon ruban se retourne. Ensuite, je viens le positionner au sol et je le remonte tout simplement. Donc en prenant l'extérieur, voilà. Et mes dents, maintenant, sont vers le haut. Allez, je vais le remettre dans le bon sens. Comme ça, je pourrai le réinstaller sur la machine. Voilà. Il est dans le bon sens. Et donc vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué, ça ne part pas dans tous les sens, etc. C'est juste bien penser qu'à la place de replier son ruban en poussant les pouces vers l'intérieur et ensuite venir croiser, on doit pousser vers l'extérieur et vers l'avant. Donc je vais replier mon ruban, je croise les doigts et mon ruban est replié. Allez, on continue. Alors, la vidéo qui a suivi, c'était la dégauchisseuse raboteuse et plusieurs questions de nouveau ou remarques ont été faites. Par exemple, je ne me souviens plus exactement, je pense que c'est Sylvain qui m'avait fait la remarque en me disant attention, pour les plus petites machines, lui, il conseille de faire des passes d'1 mm plutôt que 2 à 3 mm comme moi je le fais. Alors, c'est évident que fonction des types de machines que vous avez, il est plus prudent de prendre moins de matière pour éviter de faire forcer la machine et d'émousser vos couteaux plus rapidement. Donc en effet, si vous avez des plus petites machines type chantier, je pense à des machines comme DeWalt ou Makita qui sont d'un plus petit format, évidemment c'est toujours mieux de prendre millimètre par millimètre. Moi je parlais évidemment de machines d'un peu plus gros gabarit, donc c'était très gentil de faire cette remarque. Alors, d'autres personnes aussi me disaient qu'ils commençaient d'abord à dégauchir, mettre un champ d'équerre, rabotaient la face verticale, donc ils rabotaient d'abord en hauteur et puis venaient raboter sur la partie la plus large. Alors j'ai appris cette méthode également à l'école, mais je me suis aperçu avec le temps que finalement jusqu'à des largeurs de 10 mm d'épaisseur, donc 10 mm dans ce sens-ci, ça reste parfaitement stable sur la raboteuse. Donc, c'est ma méthode, je le dis bien, ce n'est pas la méthode, c'est ma manière de faire. Je vous explique pourquoi est-ce que moi je le fais de la sorte. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai dégauchi, mis un champ d'équerre, je peux raboter à plat, donc sur ma face large, et j'ai déjà mes mesures en termes d'épaisseur. À ce stade-là, j'ai qu'une chose à faire en fait, c'est refendre à la scie à format, parce que des fois vous avez des bois qui sont 5 cm au bout, ou 5 cm, 5 cm,1, c'est un petit peu tordu, mais des fois vous avez d'énormes sifflets. Et donc dans ce cas-là, imaginez, vous avez dégauchi une face, mis un champ d'équerre, vous avez 15 cm ici et 10 cm de l'autre côté, vous allez devoir commencer à recouper ou faire 36 passes à la raboteuse pour revenir à plat. Ou vous allez devoir passer à la format pour revenir à la raboteuse pour ensuite de nouveau repasser à la format pour de nouveau revenir à la raboteuse. Donc voilà pourquoi est-ce que moi j'ai fait ce choix, c'est-à-dire de dégauchir une face, mettre un champ d'équerre, raboter en épaisseur sur la partie large et puis je passe à la scie à format pour mettre pile poil à la longueur quand j'ai des bois justement qui sont plutôt triangulaires. Une fois que ça c'est fait, soit j'ai une lame de scie circulaire qui est parfaitement affûtée et dans ce cas-là, je n'ai pas de marque de scie et je le laisse comme tel, ou je laisse 1 mm ou 2 de gras, je reviens à la raboteuse faire une seule passe. Donc ça me permet d'éviter énormément de bois dans les sacs à copeaux plutôt que si j'ai un gros sifflet, la chute que j'ai faite à la scie à format, je la récupère, je peux en faire des parts closes par exemple, comme les portes qu'on est occupé à faire. Toutes les parts closes ont été faites justement avec des récupérations de chutes, de languettes comme ça récupérées au niveau du délignage de mes bois à mesure. D'accord? Ça, c'était pour vous expliquer ma méthode. Mais c'est vrai que tout le monde, en tout cas je pense, on a appris à l'école dégauchir une face, mettre un champ d'équerre, raboter en hauteur et puis raboter la face pour plus de stabilité. Mais comme je vous le dis,
avec les années, je me suis aperçu que sur une largeur de 10 mm, et ça devient quand même assez rare, en tout cas pour moi, de devoir raboter des planches en dessous de 10 mm, et jusqu'à 10 mm, ça reste stable. D'ailleurs, je vais vous partager dans les vidéos qui vont arriver la fabrication d'un encadrement abatté, donc où je dois faire des feuillures, etc. Et je fais aussi des petites moulures sur les côtés qui font 15 mm d'épaisseur, et je les passe sur champ, et vous allez voir, c'est parfaitement stable. Donc ça, c'était pour la petite explication concernant la dégauchisseuse, ou en tout cas les petites questions qui avaient été faites et les petites remarques. Maintenant, on va passer donc à la scie à format. Alors, avant de passer sur la scie à format, une dernière chose, on m'avait posé la question, je ne me souviens plus de nouveau de la personne, qui me parlait d'un talon de rabotage sur sa dégauchisseuse ou raboteuse. Alors j'ai du mal à répondre à la question parce qu'il n'a pas précisé, mais si vous avez un talon de rabotage, c'est-à-dire que votre planche est totalement plane et en sortie, vous avez une partie sur 5-6 cm ou 3-4 cm qui est reprise en épaisseur. Alors, si c'est en partie dégauchissage, alors donc en passant sur la table au départ, là, ça veut dire que vos couteaux ne sont pas correctement alignés à la table de sortie. Donc, ça veut dire que vos couteaux sont trop hauts par rapport à la table de sortie. Donc, il faut réaligner vos couteaux et vous n'aurez plus ce phénomène en termes de dégauchissage. Par contre, si c'est en mode rabotage, donc c'est-à-dire quand la machine est ouverte et que vous passez vos bois en dessous, si vous avez un talon de rabotage, généralement, c'est que le rouleau presseur est mal calibré. Donc il faut jouer sur ces réglages parce que voilà, il y a une pression trop importante qui fait que votre bois en sortie reprend plus de matière ou moins de matière. Je pense que Craig Birkenwald avait fait une vidéo justement sur le réglage de ce rouleau presseur. Je vous invite à aller le voir parce que de nouveau, moi c'est le genre de réglage que je fais faire par les machinistes parce que à mon niveau, je dis toujours chacun son métier et moi malheureusement, je n'ai pas le temps en fait de me pencher sur ce genre de détails. Donc je fais venir une entreprise spécialisée qui vient faire les réglages éventuellement des machines quand ce genre de problème vient à survenir. Alors moi, ma machine, je ne sais pas combien d'années elle a, mais elle a quand même un paquet d'années. Je n'ai jamais dû, je touche du bois, refaire ce type de réglage. La seule chose pour laquelle je me préoccupe, c'est le positionnement des couteaux sur l'arbre. Et j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le positionnement des couteaux. Donc je vous invite, pour les personnes qui voudraient voir comment je procède, à aller voir cette vidéo. Je ferai des vidéos plus axées sur des pratiques un peu spécifiques avec la raboteuse quand je serai sur des situations qui le permettent, tout simplement. Voilà, ça c'était pour le petit dernier détail de la raboteuse dégauchisseuse ou dégaucheuse raboteuse. Alors pour la scie à format, en fait, plusieurs remarques. La première, d'ailleurs, très bonne remarque de Bruno, c'est Bruno B, je pense, je ne sais plus exactement, mais c'est Bruno, qui m'expliquait, pour le couteau diviseur, finalement, il n'y a qu'une règle, et c'est vrai, elle est totalement logique, c'est-à-dire que le couteau diviseur doit avoir soit la largeur des lames de votre scie, donc qui prend la totalité de la largeur de votre lame de scie, et ou minimum l'épaisseur du corps de la lame. Les dents de votre scie sont d'office un peu plus larges que l'âme de la lame, c'est-à-dire qu'elles partent un peu à droite, un peu à gauche, et puis l'intérieur, donc l'âme de votre lame, est plus fine. Et votre couteau diviseur, il doit prendre soit la largeur totale de votre ligne de coupe, soit la largeur de l'âme de votre lame. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était une très bonne remarque. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le couteau diviseur. C'est évidemment obligatoire, comme il le fait remarquer. Voilà, chacun en fera ce qu'il voudra. Tout simplement, j'ai aucun problème à le dire. De nouveau, je le dis, je n'impose rien à personne. Je donne ma manière de faire, je donne mes techniques, je donne ma manière de penser sans filtre. Alors ça plaît ou ça déplaît, mais voilà, je vous partage en fait mon sentiment, mon envie et vous en faites ce que vous voulez. Je ne vous impose rien. C'est important de comprendre ça. Je n'ai jamais rien imposé et je ne souhaite absolument rien imposer sur aucun sujet. D'accord ? Ensuite, une chose pour laquelle je n'ai pas précisé, le guide ici parallèle, on peut évidemment le mettre en position basse. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir une hauteur de plus ou moins 10 cm ici pour les pièces un peu plus imposantes, quand on travaille des pièces plus fines, on va le positionner dans ce sens-ci, par exemple quand on coupe des panneaux, d'accord ? Ou surtout, donc si j'arrive à le mettre, donc quand on coupe des panneaux, on va le mettre dans cette position-ci, d'accord ? Donc en position basse, on a une plus petite réglette. Alors ça c'est bien pratique
quand on a des panneaux, en effet, même si moi personnellement je préfère le laisser sur sa grande hauteur, tout l'intérêt en fait de le mettre dans cette position-ci, c'est quand on va faire des coupes à 45 degrés. C'est-à-dire que quand vous allez incliner votre lame, ça va vous permettre d'approcher votre guide au plus proche pour pouvoir justement faire passer votre lame au-dessus du guide tout en sécurité pour des plus petites pièces. D'accord ? Voilà, donc ça c'était pour le guide parallèle, les coupes à 45 degrés, etc. Alors, je peux revenir sur la feuillure parce que évidemment il y a eu pas mal de débats autour du sujet. Alors moi aussi, quand j'étais à l'école, j'ai appris à faire ma feuillure avec la pièce coincée entre le guide et la lame. Et puis au fur et à mesure, moi quand j'étais à l'école, j'avais fait la remarque à mon prof, puisqu'on avait eu aussi des petits rejets, si c'était pas plus intéressant finalement de travailler dans l'autre sens pour la chute. Mon prof a une très grande ouverture d'esprit. Il m'a dit « Ah, c'est vrai, on l'enseigne comme ça depuis des années. Et donc finalement, c'est quand même plus intelligent de travailler avec la chute libre. » Voilà. Donc on a changé cette méthode. Tout ça pour vous dire que, évidemment, il n'y a pas qu'une méthode, mais peu importe le secteur dans lequel on va travailler. On peut faire des feuillures à la toupie, on peut faire des feuillures avec la défonceuse, on peut faire des feuillures avec une scie circulaire, comme on peut faire une rainure à la scie circulaire, on peut faire une rainure à la scie à format, on peut faire une rainure à la défonceuse, etc. Le tout, c'est juste d'essayer de comprendre et de réfléchir à la manière de faire le travail sans aucun risque. Je dis bien sans aucun risque. Le risque ici de faire une feuillure est énorme par rapport à la lame de coupe pour nos doigts, mais à ça vient s'ajouter le risque de rejet. Alors moi je vous pose juste une question, est-ce que c'est plus intéressant d'essayer de faire une feuillure en limitant un risque supplémentaire ou pas? Eh bien c'est toute ma réflexion sur l'entièreté de ce que je fais dans mon atelier. C'est-à-dire que lorsque je dois faire un travail, un profilage ou un usinage, j'essaie toujours de réfléchir quelles méthodes et quelles possibilités me sont offertes. Et ensuite, je me dis, ok, dans cette situation-ci, je peux le faire comme ça et j'élimine un tel risque. Dans une autre situation, j'ai pas le choix, je suis obligé de le faire avec cette machine. Quelle est la manière d'utiliser cette machine avec le minimum de risque? Voilà comment je réfléchis depuis maintenant 18 ans. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et de nouveau, je le dis et je le répète, et c'est important pour moi que vous l'entendiez parce que j'ai le sentiment qu'on ne l'entend pas toujours. Je n'impose absolument rien. Je vous expose la manière dont je travaille et je vous le partage pour être au plus simple, pour que vous puissiez le reproduire chez vous sans vous mettre en danger, tout simplement. Maintenant, on va passer à la mortaiseuse parce que là, il y a quelques petits détails dont on m'a parlé que je trouve ça très très intéressant. Allez, c'est parti. Alors, concernant la mortaiseuse, plusieurs choses. La première, c'était le positionnement du bédane carré. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas précisé, j'ai positionné la mèche en fait juste pour vous donner la petite astuce. Entre parenthèses, c'est un abonné qui m'avait donné au moment où je présentais la machine. J'ai le bédane carré ici en l'occurrence où pas mal de personnes ont fait la remarque, moi je travaille avec la lumière, donc la lumière c'est la partie ouverte, donc c'est la partie ici ouverte qui permet d'évacuer le copeau. Alors elle se met soit ici à droite, soit à gauche en fonction du sens dans lequel on va avancer. Alors voilà, donc comme je dis, moi je l'avais positionné juste pour montrer comment il s'installait avec la petite cale de 3 mm, etc. Et en effet, l'idéal c'est de mettre la lumière à droite ou à gauche en fonction aussi de son aspiration. Donc moi je vais essayer d'ailleurs de me faire un petit support pour mon tuyau d'aspiration puisque j'ai mis mon petit aspirateur ici à l'intérieur et je vais essayer de m'aménager un système comme ceci pour aspirer le copeau en sortie de coupe. Donc je trouve ça intéressant, je vous le partagerai quand je le ferai éventuellement. D'autres personnes avaient suggéré de faire des petits boutons justement pour les vis par étane au tour à bois. C'est vrai, c'est une très bonne idée. Il y a juste qu'il est là juste pour 3 semaines et que il faut aussi qu'on avance pour le travail. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver. Là, on a fini les portes vitrées. J'ai enfin reçu mes vitrages la semaine dernière, donc on les a installés, on a mis les pare closes. J'ai filmé tout ça, j'essaierai de vous partager. Et alors, pour vous expliquer cette histoire de pattes à l'envers, je vais revenir dessus. Vous allez vite comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc au départ, comme j'expliquais, les pattes, on les avait installées comme ceci dans les logements
Et ce que je trouvais dommage, c'était que l'épaisseur du plateau ici n'était pas reprise par rapport à cette épaisseur ici. Alors, certaines personnes dans les commentaires m'ont dit pourquoi est-ce que tu ne retournes pas bêtement ta patte vers le haut? Et comme je le disais, quand j'ai lu ces commentaires, je me dis mais comment est-ce que j'ai pas pu y penser en fait au final? Donc le lendemain matin, je suis revenu à l'atelier en me disant mais oui, c'est tellement bête. Donc j'ai testé ce que vous m'aviez proposé, qui était vraiment une super idée. Et en fait, malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que ici, on a un arrondi. Je vais mettre le panneau dedans et vous allez comprendre. Donc, c'est encore plus embêtant parce que il fait carrément glisser le panneau vers l'avant. Donc, j'ai un décalage non seulement entre le plateau et le plat, mais en plus de ça, il glisse vers l'avant. Donc, je ne sais pas le faire. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, vous voyez ici, d'accord, on voit bien que le panneau est décalé par rapport au plateau. Donc, pour pouvoir l'aligner, je dois le pousser dessus. Mais alors, vous voyez, ici en bas, je suis complètement dans l'arrondi. Quand je le relâche, vous voyez, il vient glisser. Et donc, il est en suspension. Ça veut dire que si je venais à le presser contre, à tout moment, il pourrait reglisser avec la pression du bédane sur le champ du panneau, il pourrait reglisser. Donc, ça ne fonctionne pas. Là, quand je suis à plat, vous voyez, je glisse dans l'arrondi. Ça se voit vraiment bien ici. On voit bien que au-dessus, il y a le décalage entre le panneau et le support. Et ici en bas, on est bien à plat, mais je ne touche pas le décalage. Donc ça ne fonctionne pas. Donc ceci dit, par contre, je tenais à remercier toutes les personnes de m'avoir fait la remarque parce que ça m'a permis non seulement de tester, si ça avait fonctionné, je l'aurais partagé pareil parce que je trouve ça vraiment génial. Et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, c'est pouvoir partager en fait nos idées les uns les autres et avancer et évoluer. Si ça avait fonctionné, vous m'auriez fait gagner quelque chose et je trouve ça assez sympa. Et donc, c'est pour ça que j'aime aussi parler avec les gens dans les commentaires, que j'aime aussi débattre dans les commentaires, mais j'aime surtout débattre d'une manière constructive. Donc, si vous voulez continuer à regarder les vidéos, si vous voulez continuer à avancer avec moi, c'est-à-dire essayer de découvrir et d'apprendre finalement la menuiserie au travers de mes projets professionnels, puisque je le répète, je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos, je fais des vidéos au travers des projets que je fais pour mes clients et non pas pour faire des vidéos sur YouTube, même si certains ont le sentiment que c'est un peu ce que je fais. Toutes les portes que je viens de fabriquer, donc là je viens de fabriquer 6 portes, je dois encore en fabriquer 7 avec des triangles en plaquage que je vais vous partager. Donc on doit faire tous des triangles qu'on va plaquer sur des portes. Je vais d'ailleurs vous présenter tout un système de bombes avec un collage bien spécifique en néoprène, avec un pistolet bien spécifique pour justement coller ce type de porte. Je trouvais ça quand même important d'investir dans ce type de produit puisque c'est un produit en gouttelettes et non pas des filaments pour créer une surépaisseur. Mais tout ça, ça viendra, je vous montrerai. Et donc c'est important pour moi justement d'avoir ce débat constructif dans les commentaires et j'insiste sur le côté constructif parce que il n'y a aucune recherche destructrice dans ma démarche. Peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, je sais que certaines personnes n'aiment pas la forme de certains propos, etc. Je l'entends vraiment. Je vais travailler sur moi aussi pour ça, mais à aucun moment je ne cherche et je n'ai cherché à faire du mal ou du tort à qui que ce soit, que les choses soient bien claires. Et c'est important pour moi de le rappeler parce que c'est la réalité. Donc je ne vais pas m'arrêter de faire mes vidéos parce que j'apprécie énormément ce côté partage de connaissances et de mon petit savoir parce que j'insiste aussi là-dessus. Dans ce monde du domaine du bois, nous ne sommes rien. Je dis bien nous ne sommes rien. Il y a des gens, il y a des géants dans le domaine du bois pour lesquels je n'arriverai jamais à leur niveau et je pense que sur YouTube, peu importe l'aura de certaines personnes et peu importe le nombre de vues ou le nombre d'abonnés de certaines personnes, nous ne sommes nulle part, vraiment. Il y a des gens méconnus, donc qui ne sont absolument pas sur YouTube, qui font des choses mais splendides et magnifiques et donc c'est important pour moi de le rappeler aussi. Certaines personnes pensent que j'ai un ego surdimensionné ou que je me considère comme quelqu'un d'extraordinaire, mais alors, mais pas du tout. Je suis le premier à dire, je ne suis nulle part, je suis au bas de l'échelle
essentiel que les choses soient bien claires. Je l'assume totalement ce que je dis, d'accord? Je suis un artisan, certes qualifié, je pense que mon travail est de qualité, mes clients sont contents et ça fonctionne, mais jamais, au grand jamais, je me prendrai pour quelqu'un qui a un niveau de malade. Ce n'est pas le cas, je suis à mon niveau, petit niveau, et tout ce que j'essaie de faire, c'est vous partager mes connaissances avec voilà, peut-être la forme qui peut déplaire chez certains. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Tout simplement, on va aller positionner les portes vitrées que nous avons fabriquées avec Ethan. Enfin, en partie, on a mis les vitrages ensemble, etc. On les a finis. Donc, la question qui tombera, c'est c'était quoi la finition sur les portes? C'était du Rubio couleur Bourbon. Je vais essayer de filmer la pose de ces portes. On a un escalier escamotable aussi à installer si j'ai la possibilité, parce qu'en fonction de la situation, je vais voir si je saurais filmer l'installation de l'escalier escamotable. Je vous le partagerai aussi. Toutes les portes qui vont arriver avec plaquage, j'essaierai de vous les partager. Donc cette semaine, on va être un peu plus sur chantier. Si je sais faire les montages vidéo dans le cours de la semaine, je le ferai. Si pas, voilà, cette semaine-ci, il y aura probablement un petit peu moins de vidéos tous les jours. Et à partir de janvier, je vais vous proposer quelque chose d'assez inédit, je pense, parce que au jour d'aujourd'hui, sincèrement, je dois recevoir entre 100 et 200 demandes par jour. Vous avez bien entendu, c'est pas une blague, de conseils en tout genre, soit en rapport aux vidéos de la semaine, soit en rapport à des projets personnels. Et donc à partir de janvier, plutôt que de, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, polluer la chaîne avec voilà, des réponses intempestives aux questions des uns et des autres, et revenir sur voilà, des questionnements sur telle ou telle vidéo qui souvent malheureusement dans le chef de certains sont pris pour de la défiance, alors qu'en fait je prends juste le temps de répondre aux personnes. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt positif d'essayer de répondre aux personnes, et certaines personnes le prennent comme de la défiance. Donc je ne vais plus le faire sur ma chaîne, je vais dire en public. Donc je vais ouvrir l'onglet communauté pour justement permettre de faire des vidéos privées pour les personnes qui le souhaitent, donc pour répondre justement à toutes les questions éventuelles de la semaine. Mais j'y reviendrai en janvier parce qu'il faut que je réfléchisse comment est-ce que ça doit se mettre en place. Je n'y connais absolument rien dans ce système, donc je vais un petit peu regarder tout ça, et ça me permettra justement d'ajouter finalement une plus-value à la chaîne et d'amener un service supplémentaire de conseil aux gens qui le souhaiteraient. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!